Olivier, vous avez décidé d'inviter ce mardi les organisateurs d'ici de l'événement politique de la rentrée. Je veux parler évidemment des primaires socialistes. Et oui, Christian Assaf, bonsoir, qui fait partie de la direction collégiale de la Fédération PS de l'Hérault, chargé de l'organisation notamment de ces primaires PS. Et puis Alain Tesser, bonsoir, premier fédéral, comme on dit, du Gard, de la Fédération socialiste du Gard. Alors, les primaires citoyennes, comment ça marche? On en parle dans un instant, mais d'abord place à l'info politique du jour, quand même, c'est la question des exclus. Peu d'actu, hein. Des exclus. Pas pu vous en empêcher. Oui, les exclus du PS en Languedoc-Roussillon et particulièrement dans l'Hérault. Hier soir, nos confrères de La Glorieuse, les premiers sur leur blog, indiquaient que la réintégration quasi générale était pour aujourd'hui lors d'un bureau national à Paris. Tous réintégrés, sauf Robert Navarro, l'ancien premier secrétaire de la Fédération Alain Bertrand, là, PS. Voilà, là, on voit l'un des exclus, nouveau sénateur de Lozère, Alain Bertrand. Finalement, la question des exclus sera-t-elle tranchée aujourd'hui? Christian Assaf, est-ce que vous avez des informations là-dessus? Écoutez, les seules informations dont nous disposons, puisque quand même cette question est abordée au niveau national, je vous rappelle rapidement que les exclus l'ont été à la suite des dernières élections régionales par les instances du national. C'est donc les instances du national, le bureau national, qui est habilité à reconsidérer cette question et à voir dans quelle mesure les uns et les autres peuvent être réintégrés. Ça a d'ailleurs été le cas en décembre, puisqu'au mois de décembre, les Gardois, les Audois, les Héroltais et les Catalans se sont vus la possibilité de pouvoir être réintégrés dès lors qu'ils en faisaient la demande. Seuls restaient en suspens les Héroltais, et pour cause, notre fédération, vous le rappeliez, était sous tutelle. Aujourd'hui, cette question autour des élections sénatoriales, il ne faut pas se leurrer, est inscrite à l'ordre du jour du Bureau national. Jusqu'à preuve du contraire, la Fédération de l'Hérault est toujours sous tutelle. Je ne vois pas quels sont les éléments nouveaux, autres que ceux du changement de majorité au Sénat, qui pourraient intervenir et faire que les choses changent pour l'Hérault. Donc, pour moi, la question des réintégrations héroltaises est une priorité, c'est vrai. Nous avons, nous, le besoin, l'impérieuse nécessité de nous rassembler et de faire en sorte que nos camarades qui, un temps, se sont écartés du chemin, retrouvent la maison mère. Je ne suis pas convaincu que ça doive se faire comme ça à 4 jours du premier tour de la primaire. Justement, est-ce que c'est pas un peu dangereux justement de ressortir cette affaire-là juste avant les primaires? Écoutez, nous aurons bien le loisir de commenter tout ça demain ou dans les jours qui viennent, si la réintégration était à l'ordre du jour. À ma connaissance, le cas héroltais est suspendu et sera discuté après la primaire. Maintenant, c'est une affaire de jours et de semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Certains exclus ont demandé à négocier directement avec le PS national sans passer par la fédération et la tutelle de l'Hérault? Non, mais ils ont bien raison d'ailleurs, puisque c'est bien le national qui a force de loi, si je puis dire, dans cette affaire. La fédération ou la direction collégiale n'a absolument pas à se prononcer sur le cas des exclus ou pas. On peut avoir des positions, des points de vue politiques. André Vézinet l'a d'ailleurs clairement exprimé. La question, là... On va l'écouter d'ailleurs. On va l'écouter dans un instant. On va écouter Alain Bertrand, donc, qu'on a vu à l'image, un nouveau sénateur de Lozère exclu, lui, toujours du Parti socialiste. Et puis André Vézinet, président socialiste du Conseil général de l'Hérault. Ils lancent tous les deux un appel à l'union. Écoutez. De ma petite voix de Lozérien, et depuis la petite ville de Mende, j'aimerais que dans l'Hérault, les guerres inutiles cessent, que la pétaudière cesse, et qu'on puisse de nouveau être fiers dans cette région, d'être de gauche, d'être progressiste, de travailler pour la République, pour ses valeurs, pour l'humanisme, et tout ça dans le respect de ce qu'a fait Georges Frêche ou Jean Jaurès, notre grand voisin. Voilà, j'en appelle donc au bon sens régional. Peut-être est-ce le moment, dimanche soir, de siffler une fin de division pour que nous allions ensemble au combat. Un certain nombre de personnes aujourd'hui sont devant la justice. Celles-là, nous attendrons que la justice se soit prononcée pour savoir quel sort on peut leur réserver. Vous voyez ce que j'ai voulu dire et je n'en dirai pas plus. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que le président a voulu dire, mais bon, voilà, ce sont ses mots à lui. On parle de Robert Navarro, on l'imagine Sans bien. doute. En tout cas, la parole d'André Vézinet reflète parfaitement celle de la direction collégiale aujourd'hui. C'est-à-dire, oui, je vous le disais, la nécessité de se rassembler. On ne gagnera pas contre Nicolas Sarkozy sur la base de chicaillas qui n'intéressent pas grand monde finalement.
Mais par contre, il y a des principes sur lesquels nous ne nous assiérons pas. Alain Tesser, juste, on en profite, on fait un point sur le Gard. Un certain nombre d'élus gardois, et non les moindres, Damien Alary par exemple, ont rapidement, eux, demandé leur réintégration. La situation n'était pas la même, puisqu'effectivement, nous avons demandé très rapidement au niveau fédéral, qui était assuré par un intérim, de procéder aux réintégrations de l'ensemble des camarades. Donc il y a eu effectivement la visite de la commission nationale qui est venue enquêter sur le fonctionnement de la fédération. Aucune anomalie n'a été relevée au niveau de cette fédération. Aucun de nos camarades n'était soumis à une quelconque inquiétude que ce soit. Donc le Bureau national a décidé donc de réintégrer l'ensemble, c'est-à-dire a décidé de réintégrer l'ensemble de ceux qui souhaitaient être réintégrés donc au Parti socialiste. Donc certains ont un petit peu traîné, je pense à Corinne Giacometti par exemple, elle a fait sa demande. Ça y est, elle a fait sa demande, donc et elle a réintégré le Parti socialiste, elle a fait sa demande au Bureau national et aujourd'hui elle est à nouveau dans la famille socialiste du Gard. Bon, on revient aux primaires, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Premier tour, donc ce dimanche 9 octobre. Deuxième tour, le 16 octobre. Qui peut voter? Que faut-il faire pour voter? Christian Saff. Alors pour voter, c'est simple, c'est tous les électeurs inscrits sur les listes électorales, plus les électeurs qui habituellement ne peuvent pas participer à cette élection, mais qui se sont préinscrits avant le 13 juillet. Pour voter, c'est très simple, ils se rendent sur le site www.lesprimaires-citoyennes.fr où ils appellent, s'agissant de l'Hérault, la Fédération du Parti Socialiste de l'Hérault 04 67 79 70 79. Ils donnent leur bureau de vote traditionnel et on leur indique l'endroit où ils votent. Sur Montpellier, on peut en parler rapidement, sur Montpellier, ce sont les lieux de vote habituels et traditionnels. Les gens se rendent dans les écoles où ils ont l'habitude de se rendre pour les élections républicaines. Combien de bureaux de vote à Montpellier? 60 bureaux de vote sur Montpellier. On vient avec une pièce d'identité avec photo et 1 euro au moins. Et on signe une charte. Et on signe une charte comme quoi l'électeur s'engage à respecter les valeurs de la gauche et de la République. Sur l'ensemble de l'Hérault, c'est à peu près combien de bureaux? Sur l'ensemble de l'Hérault, on est à 199 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire. Je vous ai dit 60 sur Montpellier, mais il n'y a pas un canton, il n'y a pas un canton qui sera oublié. Tout le territoire est recouvert. Alain Tesser, est-ce que c'est aussi facile dans le Gard et notamment à Nîmes d'organiser ces primaires parce que c'est une mairie de droite? C'est un peu plus complexe. Vous comprenez que la mairie de Nîmes n'est pas tenue par les camarades socialistes. Donc on a eu quelques difficultés avec le maire de Nîmes, puisque la particularité de Nîmes, c'est que nous n'avons pas un bureau de vote républicain qui nous a été attribué, mais des salles pour pouvoir organiser les bureaux de vote. Donc néanmoins, nous avons réussi à obtenir 26 lieux sur Nîmes de bureaux de vote qui sont tous repérés et repérables, puisque nous avons fait une cartographie précise que nous diffusons par la presse. Et sur l'ensemble du Gard, nous avons 138 bureaux de vote qui aujourd'hui sont prêts à fonctionner de façon tout à fait correcte. Sur Alès? Sur Alès, nous avons 9 bureaux de vote. Le maire d'Alès a fait aussi quelques difficultés, mais avec notre pugnacité, nous sommes arrivés à obtenir des salles. Dans l'Hérault, Christian Saff, des difficultés dans certains endroits, peut-être à Béziers, on parle vu les grandes villes. Alain résume très bien la situation. Les maires de droite ont rapidement, en tout cas ceux qui sont en phase avec leur population, ont rapidement compris que ça allait être un événement populaire. Les primaires sont un événement populaire, c'est un événement républicain. Je rappelle que ces primaires sont encadrées par une circulaire du ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux à l'époque. Donc, je veux dire, ça n'est pas qu'une opération socialo-socialiste. Et on va dire qu'ils ont pu difficilement nous refuser des salles. Après, de là à dire qu'ils nous ont favorisé ou facilité les choses, non. Mais les électeurs, s'ils ont besoin d'une boussole ou d'un GPS pour aller voter aux primaires, sauront à qui ils le devront. En milieu rural, est-ce que c'est facile aussi d'avoir des bureaux de vote? Oui, honnêtement, les mairies, les maires de droite qui ont voulu faire de la politique politicienne sont assez rares, somme toute. Absolument. Saluons quand même leur républicanisme, oui. Et particulièrement dans le milieu rural, où là, nous avons eu 200 maires sur les 300 et quelques de l'Hérault qui nous ont mis à disposition des salles. De la même façon, dans le Gard, il n'y a pas eu de difficulté dans le milieu rural. Ça a été vraiment très simple de trouver des bureaux de vote. Alors il y a un objectif d'1 million de votants sur toute la France. Est-ce que par département, vous a donné des objectifs très clairs? Alain Tesser. Oui, bien sûr. Par exemple, dans le Gard, nous avons 455 217 inscrits sur les listes électorales. Nous nous sommes donné un objectif qui voisine les 2%, c'est-à-dire que si nous avons entre 9 000 et 10 000 votants sur le Gard, ce sera une réussite. Et sur la ville de Nîmes, où il y a à peu près 84 000 électeurs inscrits, si nous sommes à 1600, 2000 participants à cette élection, on considérera aussi que c'est une réussite. 9 à 10 000, si on considère le nombre de militants du Parti socialiste.
socialiste? Écoutez, on a dans la Fédération du Gard actuellement 2500 adhérents. Vous voyez, c'est quand même 4 fois plus. Donc c'est vraiment une réussite. Mais il faudrait compter aussi les militants du Parti radical de gauche aussi. Oui, ils sont peut-être moins nombreux. Christian Assaf, sur les objectifs du Parti socialiste pour l'Hérault? Ils sont un peu très légèrement différents que ce qu'évoquait Alain. En gros, au-delà de 20 000 votants, on considère que c'est un succès, mais nous n'avons pas hésité à prononcer le chiffre de 30 000. 30 000, c'est l'objectif que vous voulez atteindre. Voilà, ça sera une victoire pour 30 000, avec 30 000 électeurs. Bon, on l'a vu dans les débats, il y a encore un débat cette semaine sur à la télévision. On en a fait un effectivement aussi sur TV Sud la semaine dernière. On voit certaines différences qui se dessinent en fonction des candidats, mais quand même, ils le disent, ils ont tous signé le projet socialiste pour les présidentielles. Est-ce que ces primaires étaient quelque part de toute façon nécessaire ou vraiment nécessaire, ou est-ce que c'était pas uniquement un coup de com' du Parti socialiste pour qu'on parle que de lui pendant plusieurs mois, ce qui est le cas? Un coup de com', on verra dimanche soir. Si dimanche soir il y a 300 000 participants en France, ça sera un coup de com'. On va nous dire, vous avez occupé la scène médiatique et tout pour faire voter finalement 300 000 Français. Donc c'est pour ça que la participation populaire, elle est importante, mais pas seulement. C'est également la capacité du Parti socialiste à organiser correctement ses primaires et éviter qu'il y ait des fraudes. Et une fois que ça aura été réussi, alors on pourra dire oui, le Parti socialiste a eu raison. Il a eu raison d'abord pourquoi? Parce qu'il a donné un droit nouveau aux citoyens. Deuxièmement, on se remet à faire de la politique. Attendez, avant, comment ça se passait? Alain peut en témoigner. Nous savons tous, le candidat socialiste, il était décidé dans une salle à Solferino, il était une quinzaine. Total, quand même, il ne vous a pas échappé que depuis que François Mitterrand nous a quittés, nous avons été incapables de gagner des élections présidentielles. Soit parce qu'il y a eu le fameux accident, soit parce qu'on a eu une candidate qui, au lendemain de sa désignation, a préféré faire campagne en dehors du parti. Bref, voilà, il fallait bien que quelque chose change. Et les militants se sont massivement exprimés pour que le changement passe par ces élections primaires. Et moi, d'ailleurs, je nous donne rendez-vous au lendemain de ce succès populaire, c'est-à-dire après le deuxième tour, et vous verrez qu'il sera compliqué, d'abord pour les autres partis, de ne pas organiser des primaires à leur tour, mais même pour nous, socialistes, nous aurons du mal, sur les municipales, sur les élections législatives, à revenir en arrière et à ne pas organiser des primaires. On n'a pas fini avec le Parti socialiste. Alors, si vous nous faites des primaires pour les cantonales, les régionales, bien, ça va donner du boulot à Olivier Roiran, ça c'est sûr. Très bien. Oui, je pense qu'effectivement, on est dans quelque chose qui va dans l'air du temps. Les primaires, c'est de la modernité. Je crois que ça correspond à une attente des citoyens aujourd'hui. On a parlé de démocratie participative. Je crois que les citoyens et les citoyennes ont de plus en plus envie de participer aux décisions. Donc ça correspond véritablement à une attente. Et je crois qu'effectivement, si on constate un élan, à partir d'1 million, disons-nous au niveau national, de participation, ça concrétisera effectivement nos perspectives. Bon, ensuite, tout à l'heure, Christian disait, on s'aperçoit qu'on a été raillé, qu'on a été critiqué sur ces primaires, que on a essayé de faire en sorte qu'elles ne se réalisent pas. Et aujourd'hui, de tous les côtés, on entend dire, mais de toute façon, on n'y échappera pas. Donc, on est bien ancré dans quelque chose qui correspond à une attente au-delà même du Parti socialiste. Vous essuyez les plâtres quand même. Oui, mais c'est pas notre culture, donc je crois qu'effectivement on essuie les plâtres, mais qu'on a balisé les choses comme il fallait les baliser, au niveau légal et à la fois au niveau de l'organisation. Nous sommes prêts et nous sommes sereins. On va parler un peu de Montpellier quand même, puisqu'on a Christian Assaf qui est sur le plateau. Un clin d'œil, il vous concerne, Christian Assaf, je ne sais pas si vous avez lu Midi Libre ce matin, deuxième volet consacré à la mairie de Montpellier, avec les prétendants au siège de maire pour 2014, et on vous voit sur ces prétendants supposés par notre confrère Midi Libre. Entre André Vézinet et Philippe Sorel. Sur l'image. Je ne sais pas si on a prévu un zoom. C'est une place qui est délicate, vous me l'accorderez. Entre Philippe Sorel, je veux dire, et André Vézinet. Alors écoutez, oui, je lis tous les matins Midi Libre, qui est un très bon quotidien. D'ailleurs, j'invite les gens à lire la presse écrite et à regarder la télé locale, bien sûr. Bon, voilà, écoutez, c'est le jeu de la politique, et particulièrement à Montpellier. Aujourd'hui... ça fait beaucoup de prétendants quand même. Hein, là, oui, d'abord, je trouve que ça fait beaucoup de prétendants. Et vous savez, les élections municipales sont en 2014. Aujourd'hui, il y a un maire socialiste, en la personne d'Hélène Mandroux.
on a bien le temps d'ici là, vous savez, il y a des présidentielles, il y aura des législatives, et nous aurons bien le temps de discuter des municipales en 2014. Pour vous le dire autrement, je n'y pense pas tous les matins en me rasant, quoi. Bon, pas pour le moment en tout cas. Oui, pas pour le moment, mais à mon avis, d'ici 2014, il y a peu de chances pour que l'idée de devenir maire de Montpellier me prenne un matin en me rasant. Un dernier mot du maire de Montpellier que vous connaissez bien, vous étiez son ancien directeur de cabinet. Elle a piqué une grosse colère hier, justement, après la diffusion du premier volet de cette enquête, qui la mettait en cause directement. Votre sentiment sur à la fois, pas forcément le papier, mais la colère de Madame le maire? Madame le maire, je m'interdis, pour des raisons que vous pouvez comprendre évidemment, j'étais encore son directeur de cabinet le 31 mai dernier, puisque c'est la date à laquelle j'ai démissionné. Je m'interdis de commenter ses décisions. Écoutez, voilà, c'est une femme de courage, Hélène Mandroux, et c'est une femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Donc, sans rentrer dans le fond de l'analyse du débat, elle est attaquée, elle se défend, c'est bien normal. Vous êtes toujours à la mairie de Montpellier. Oui, moi je suis fonctionnaire territorial et actuellement mis à disposition de l'Office du tourisme de Montpellier, où je mène une étude pour le compte de la ville et de l'agglomération sur cet Office du tourisme. Avant de clore, on va profiter d'avoir un militant du Parti Socialiste. Vous êtes rentré quand au Parti Socialiste, monsieur Nashwander? Je suis rentré le lendemain de ma révocation de PDG de l'IP, donc en février, le 21 février 1976. Ça fait quand même 35 ans. Vous y êtes toujours? Vous n'avez jamais été exclu, vous, parce qu'ici, on a beaucoup de ce genre de choses-là. Non, je n'ai jamais été exclu. J'ai eu des difficultés quand j'étais au PSU avec la commission des conflits, mais je m'en étais sorti la tête haute. Mais ça, les primaires, vous avez fait votre choix? Pas encore. J'attends le dernier débat pour regarder entre ceux qui sont en tête, les deux qui sont en tête. Vous choisirez dans la tête. Vous savez, ils sont excellents, tous les deux, et même, je dirais, au moins, il y en a 5 qui sont bons. Ne me demandez pas quel est le 6e. Il y en a 5 qui me paraissent très bons. Il y en a 2 qui sont un peu trop jeunes, probablement. Mais il y en a 2 qui me paraissent excellents et capables de prendre en main la France quand l'actuel président aura commencé à envisager sa retraite. Ce que je souhaite profondément. On a bien compris votre message. 2 rendez-vous pour Olivier. conclure très rapidement. La semaine prochaine, rubrique politique dans les aléas. Ce sera 2 invités. Dans les aléas de la foire. De la foire, exactement. À la foire de Montpellier, en partenariat avec Midi Libre. Donc 2 invités, Christophe Cavard pour Europe Écologie Les Verts et René Revol du Front de Gauche. C'est ça votre idée, on va parler des primaires, mais on va en faire parler à... Voilà. Et dernier rendez-vous important cette semaine, on en parle jeudi 6 octobre 20h45, invité Jean-Pierre Moore, président de l'Agglo de Montpellier. Merci à tous les deux, merci Olivier. Les aléas du direct première partie, c'est fini, la pause, on se retrouve tout de suite.